Pourquoi Alain Juillet s'intéresse tant à cet univers-là, des ovnis, et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qui vient d'être déclassifié? L'affaire Athanor, c'est une affaire qui met en scène, on va dire, des anciens membres des forces spéciales de la DGSE et peut-être une loge maçonnique. Oui, une loge maçonnique, pas de doute. Ouais. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez aussi devenir membre de notre chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif sans supporter les coupures publicitaires de YouTube. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons aborder un certain nombre de dossiers. Ces dossiers reviennent sur le devant de l'actualité. Premier dossier, c'est le procès d'une entreprise qui s'appelle Lafarge, liée bien évidemment au conflit d'il y a quelques années, bien sûr. En Syrie. Et là, je vous laisse développer parce que vous maîtrisez mieux le sujet que moi. Oui, l'affaire Lafarge, elle est très intéressante, si vous voulez, parce qu'elle pose en réalité beaucoup de questions. Je crois que c'est l'affaire en elle-même, alors je la résume, hein. L'affaire en elle-même, c'est un groupe qui s'appelle Lafarge, un groupe très puissant, un des premiers cimentiers mondiaux, qui construit une usine en Syrie, parce que la Syrie est un pays dans lequel tout le monde pensait qu'il fallait produire du ciment, bien sûr, pour pouvoir construire ou reconstruire. Donc, on construit une usine très moderne en Syrie, dans le centre de la Syrie, pour être clair, près d'une petite ville dont on va beaucoup parler, qui s'appelle Raqqa, hein, qui a été, comme vous savez, le PC, la ville et la capitale des djihadistes en Syrie. Et cette société, elle va exploiter sa cimenterie avec du personnel local et quelques cadres européens. Ça, c'est le départ de l'histoire. Comme vous savez, guerre en Syrie dans laquelle les Occidentaux prennent parti pour ce qu'on va appeler au départ les Syriens libres, mais qui en réalité va se révéler des djihadistes, hein, et qui on veut renverser Bachar al-Assad. Alors, pourquoi on veut renverser Bachar al-Assad? C'est parce qu'à l'époque, il faut se souvenir à l'époque, on a voulu renverser un certain nombre de régimes. On en a parlé dans des émissions, hein, c'est le printemps arabe. Hein, les Occidentaux, en particulier les Américains, ont voulu renverser des dirigeants des pays arabes en disant « ils risquent d'être renversés par des djihadistes, il vaut mieux mettre à la place des frères musulmans ». On l'a vu avec Ben Ali en Tunisie, on l'a vu avec Morsi en Égypte, et la Syrie avait échappé, on va tenter de faire la même chose en Syrie en mettant quelqu'un à la place de Bachar el-Assad. Jusque-là, c'est assez banal, si ce n'est que ça a échoué partout. En Syrie, ça ne va pas se passer non plus comme prévu. C'est-à-dire qu'au départ, il va y avoir des mouvements populaires, exactement comme ailleurs, hein. On va jouer sur des oppositions parce qu'il y a la famine, en l'occurrence en Syrie aussi, parce que les populations des zones désertiques sont venues vers les villes parce que la vie semble plus agréable. Ils se retrouvent dans des ghettos dans les banlieues et ils n'ont pas de quoi manger. Donc évidemment, ça bouge. C'est clair, c'est classique, on connaît ça partout, on a vu ça partout. On va faire monter la pression, on va avoir des attaques de plus en plus violentes contre le régime, qui va réagir de manière extrêmement violente aussi. Tout le monde étant convaincu, les Américains, les Français, les Anglais, étant convaincus que le régime va s'effondrer rapidement. Erreur totale. Alors c'est vrai que les Alaouites, puisque le régime s'était fondé sur une secte musulmane qui s'appelle les Alaouites, dont faisait partie Bachar el-Assad et son père Hafez al-Assad. Les Alaouites représentent en gros 15% de la population. Le reste, il y a des musulmans sunnites, il y a des musulmans chiites, mais il y a aussi des juifs et il y a aussi des chrétiens. Et puis d'autres, hein, les baïstes, il y a d'autres les orthodoxes, il y a un peu de tout. Tout le monde vit en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'avec Bachar, comme avec son père, toutes les religions vivent sans aucun problème. Ce qui est évidemment insupportable pour les djihadistes qui veulent éliminer tous les autres. Mais les autres qui le savent, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé ailleurs,
Irak, ils ont vu ce qui s'est passé dans les révolutions arabes, et ils ont vu ça en Libye, ils ne veulent pas entendre parler, donc ils vont tous appuyer le dictateur, en l'occurrence Bachar, ils vont l'appuyer en disant « si jamais il s'en va, on est tous morts ». Ou on est obligé de s'en aller du pays. Donc c'est ça que les Européens et les Occidentaux n'ont pas compris. Ce qui fait que nous, on était convaincus que le régime allait tomber, alors que le régime ne pouvait pas tomber. Parce que ceux qui le défendaient, c'était des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette dictature, mais qui savaient que c'était la valise ou le cercueil, pour reprendre une expression des Français d'Algérie. On encourage je dirais, les Syriens libres, enfin entre parenthèses, hein, mais derrière arrivent très très vite, bien entendu, les djihadistes qui disent qu'il y a une bonne opération à faire. S'y ajoutent aussi les Kurdes. Je vous rappelle que les Kurdes, comme vous savez, sont sur la Turquie, sur l'Irak et sur la Syrie. C'est un peuple qui vit sur 3 pays différents. Ils ont réussi à conquérir une autonomie, pour ne pas dire une indépendance, avec le Kurdistan irakien. Hein. Et bien sûr, les Kurdes de Syrie rêvent de faire pareil. Mais Erdogan, le Turc, lui, ne veut pas en entendre parler, parce qu'il dit, si jamais ils sont sur la frontière turque, ils vont venir chez moi, où il y en a qui sont des terroristes. Et il a toujours combattu le PKK. Exactement, il combat le PKK, donc il va tout faire pour empêcher ça. N'empêche que, pour faire tomber Bachar, les Américains, les Occidentaux, les Français, les Anglais ont besoin des Kurdes, ils ont besoin des Arabes qui sont des Syriens, si vous voulez, et bien entendu, donc toute collaboration est bonne. Oui, mais il y a un problème éthique quand même. Le problème, c'est qu'en même temps que les gens de l'armée syrienne libre, en même temps que les Kurdes, arrivent en masse des djihadistes envoyés de l'État islamique qui, bien sûr, disent c'est l'occasion unique pour prendre le pouvoir. Et c'est effectivement comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que les Syriens libres, très vite, on va voir que ça ne tient pas à grand-chose. Les Kurdes vont se défendre comme ils peuvent et vont être très appuyés par les Américains, hein, et aussi par les Français d'ailleurs. Hein. Et puis les autres, eh bien, au début, on va dire, ils pourraient quand même nous rendre service. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que le principal mouvement djihadiste, qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, hein, qui est dirigé par un chef djihadiste qui s'appelle Abu Mohamed al-Julani, hein, va être aidé par les Occidentaux, vous avez bien entendu, et on avait parlé de ça dans une émission il y a 2 ans ou 3 ans, c'est ce qu'on appelle l'opération Sycomore, c'est-à-dire que les alliés, en particulier, alors là on le sait maintenant parce que Jonathan Powell, le responsable anglais, a expliqué que les Anglais avaient carrément aidé al-Julani et Hayat Tahrir al-Sham, non seulement dans la guerre contre Bachar, mais après pour prendre le pouvoir. On sait maintenant que les Anglais ont accompagné, le MI6 a accompagné, tout le temps c'est officiel, hein, ils l'ont écrit, ils l'ont reconnu, ils l'ont tous reconnu. Moore, le chef, l'ancien patron du MI6, l'a reconnu aussi. Ils ont aidé Hayat Tahrir al-Sham pour pouvoir arriver jusqu'au pouvoir où, comme vous avez pu voir, ça a changé puisque maintenant Abu Mohamed al-Julani est devenu Mohamed al-Shara et à ce moment-là, il est devenu quelqu'un de respectable. Il est en costume, il a taillé la barbe, tout va bien. Mais il ne serre pas la main des femmes, hein, quand même. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a une limite. Hein, il y a une limite. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va avoir donc les Occidentaux, l'opération Sycomore, on balance des armes de guerre, hein, des kalachnikovs, des obus, enfin tout ce qu'il faut, à des djihadistes pour combattre. Hein. Donc sur le plan de l'éthique et de la morale, alors vous me direz les services n'ont pas de morale, sinon ce ne seraient pas des services, mais enfin quand même, ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis, avec l'aide des Occidentaux, progressivement, ils gagnent. Mais dans le même temps, on ne peut pas accepter que tous les groupes djihadistes je dirais, essaient de prendre le pouvoir, parce on voudrait faire prendre le pouvoir par ceux qui sont, je dirais, entre guillemets, plus proches de nous que d'autres. D'accord ? L'armée libre. L'armée libre. Alors qu'ils ne sont pas libres du tout, mais enfin bon. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en même temps qu'on va aider des groupes, donc Hayat Tahrir al-Sham, qui va devenir ensuite, plus tard, le patron de la zone d'Idlib, puis ensuite qui va devenir le chef de l'État syrien,
Dans le même temps, on va combattre les autres branches de l'AIS, enfin donc hein, on va les combattre à Raqqa et ailleurs. Et on va leur faire la guerre sur le terrain, bien sûr. Pour faire cette guerre, il fallait avoir des informations. Et là, on arrive à Lafarge. Hein, la cimenterie de Lafarge est en territoire qui progressivement, du fait de l'avancée des troupes djihadistes, va se retrouver encerclée par les troupes djihadistes. Hein. Mais c'est très intéressant, parce que de là, on voit beaucoup de choses. Donc l'usine Lafarge va être utilisée, ça a été reconnu, hein, les informations fournies par l'usine Lafarge vont être utilisées par les services occidentaux, hein, pour pouvoir comprendre la situation. Et il se dit même, mais ça c'est totalement... On peut pas se révéler, c'est que probablement ça a pu servir également de base opérationnelle arrière pour aller vers Raqqa, parce qu'ils étaient vraiment pas loin. Mais ça, oublions ça, puisque c'est des dires, comme on dit. Mais sur le reste, on en est sûr. Tout ce que je viens de vous dire, on en est sûr. Alors qu'est-ce qui se passe? À un moment, évidemment, les djihadistes qui sont autour, au départ, ce n'est pas des djihadistes, hein, c'est des Syriens libres. Hein. On est bien d'accord, hein, c'est ce que je vous ai dit au départ. Les Syriens libres disent il faut contribuer, il faut nous aider, donc pour que vos camions passent, il va falloir payer une dîme. Oui, ce qu'on peut appeler ailleurs l'impôt révolutionnaire. Oui, exactement. Quand on aurait été avec Che Guevara, c'était l'impôt révolutionnaire, on a été dans tous les autres pays. Bon. Alors, ils vont payer cet impôt révolutionnaire, pour reprendre votre terme. Et puis, progressivement, l'armée syrienne libre, soi-disant libre, elle va changer, hein, et on va s'apercevoir que c'est Daesh. Progressivement, on va voir que c'est Daesh qui est là. Et là, effectivement, la question se pose, est-ce qu'on paye Daesh? Est-ce qu'on continue à exploiter l'usine, ou est-ce qu'on arrête et on ferme? Et alors, selon les dirigeants, là je vois ce qui a été dit, hein, les dirigeants disent on a beaucoup hésité. Et alors, certains vous disent, moi, j'ai pensé au personnel, parce que si on les mettait à la porte, il n'y avait rien, c'était la bulle qui se passait dans le coin. D'autres disent, non, mais on a pensé que c'était utile pour renseigner les États concernant ce qui se passait. Et puis, il y a ceux qui vous disent, vous auriez dû fermer tout de suite, parce que c'était scandaleux, on ne peut pas payer le djihad. Ce qu'il y a ensuite, c'est l'affaire se complique, si vous voulez. Voilà l'affaire. Il arrive un moment, à un moment quand même, ils sont obligés d'arrêter et ils se replient parce que là, ça devient absolument insupportable. Ils s'en vont. Et l'affaire, le site est fermé. Mais il y a une plainte qui est déposée en Europe par des ONG qui disent c'est scandaleux. La société Lafarge, le groupe Lafarge, a aidé les djihadistes, c'est un crime contre l'humanité. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une grande campagne, c'est là où ça devient intéressant, grande campagne aux États-Unis, en Europe et partout, et l'actionnaire minoritaire de Lafarge, qui s'appelle Holcim, le Suisse, profitant de ce qui se passe, en profite pour déstabiliser les dirigeants de l'entreprise et bien sûr de devenir majoritaire par un tour d'opération bancaire. Il devient majoritaire et le groupe Lafarge, qui était le fleuron français des cimenteries, devient un groupe suisse. Pour pouvoir y arriver, il a fallu, parce que ça permettait de déstabiliser, il a fallu qu'ils reconnaissent que l'opération, il y avait effectivement, ils avaient financé des djihadistes là-bas en Syrie. Donc, en faisant une reconnaissance de peine aux États-Unis, hein, et dans d'autres pays, qu'ils avaient donné de l'argent, ça leur permet à ce moment-là de déstabiliser le truc et de prendre la main. Clair. Mais en France, la chose continue, parce que si ça s'est arrangé dans d'autres pays par la perte de Lafarge, en France, on porte plainte contre les dirigeants de Lafarge pour cette affaire. Et il va y avoir un procès en correctionnel, qui va durer longtemps. Et c'est un procès très intéressant parce que, si vous le regardez, c'est les procès révolutionnaires avec Fouquier-Tinville. C'est-à-dire que tout ce qui est à charge est pris en compte, tout témoignage qui n'est pas à charge est rejeté. Si vous voulez, vous êtes coupable, c'est le procès stalinien, si vous voulez, le procès stalinien, vous êtes forcément coupable.
Voilà. Donc, et on va assister à un procès inique, il n'y a pas de doute. Non pas, moi je ne dis pas qu'ils sont coupables ou pas coupables, pas du tout. Hein. C'est parce que, effectivement, la question, je vous l'ai dit tout à l'heure, à quel moment il fallait arrêter l'usine? Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce que l'intérêt derrière de certains services justifiait d'intervenir? Enfin, il y a plein de questions. Mais en tout cas, là, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que c'est un procès totalement unique, puisque on ne va rien, on va prendre absolument aucun témoignage qui est dans le sens des accusés, qui défend les accusés. On va les faire tomber. Et à la fin de l'histoire, ils vont être condamnés. Et selon maintenant une méthode qu'on connaît, parce qu'en France, c'est comme ça, on les met tout de suite en prison, comme s'il y avait un risque qu'ils s'échappent, alors qu'ils ont assisté au procès et que tout le monde sait qu'ils n'ont aucune envie de partir. Donc on est, malgré le fait que cette loi qui a été faite pour les narcotrafiquants, hein, fait qu'on peut incarcérer immédiatement et qu'elle n'est pas valable pour des gens qui ne partent pas, qui assument, hein, et ben là, on va l'appliquer une fois de plus. Ce qui pose un autre problème, d'ailleurs, ça sur le plan juridique, mais je dirais que ce n'est pas le problème de cette affaire-là. On arrive à la fin de l'histoire. Maintenant, la fin de l'histoire, ça va être, bon, normalement, après quelques temps d'incarcération, vous savez qu'on peut libérer les gens sous caution avec des garanties et tout, donc c'est ce qui se passe, hein, il n'y a pas de problème. Ils sortent, et il y aura un procès en appel. Ce qu'il faut espérer, c'est que le procès en appel va poser la vraie question. Parce que la vraie question, elle est très simple. Au moment où les pays, l'Angleterre, qui l'a reconnu, les États-Unis, qui l'ont reconnu avec l'opération Sycomore, et peut-être les Français, eux, qui ne l'ont pas dit, mais tout indique, vu les relations de Al-Jilani, devenu Al-Shara, avec tout le monde et sa réception à l'Élysée, qu'on les voit plutôt bien. Eh bien, comment se fait-il que d'un côté, on puisse équiper militairement, c'est grave, hein, des mouvements comme Al-Qaïda avec tout ce qu'ils ont fait, et que d'un autre côté, on puisse condamner à des peines infamantes des gens qui, au moins pour une partie de l'affaire, ont servi de correspondants pour savoir ce qui se passait. Est-ce que on peut, d'un côté, parachuter des armes et aider des djihadistes en tout honneur, et de l'autre côté, parce qu'on paye des passeurs pour permettre de faire passer les camions dans le coin, hein, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine injustice? Donc c'est ça, l'affaire Lafarge pour moi, c'est l'iniquité du deux poids, deux mesures qui est en train de devenir une spécialité française. Peut-être qu'ils sont coupables. Moi, je ne suis pas du tout sur le plan de la culpabilité personnelle de chacun. Ce que je suis en train de dire, moi, c'est visiblement, il y a des moments où chez nous, comme disait très justement une journaliste il y a peu de temps, hein, chez nous, la réalité n'est qu'une opinion parmi les autres. La vérité n'est qu'une opinion parmi les autres. Ça devient très grave. Effectivement, cette affaire Lafarge est symptomatique de... Oui, du dérive, il faut bien le dire. Il faut le dire. C'est symptomatique d'une dérive progressive de l'État, sous la pression des médias, sous la pression d'organisations non gouvernementales, et qui pose problème parce qu'il y a un moment où il faut quand même revenir à la vérité, à la réalité, et arrêter de faire de l'idéologie et de l'émotionnel. Alors, puisque nous sommes dans les affaires, on va dire, dans une zone grise, comme on peut dire... Il y en a beaucoup de zones grises actuellement, oui. On peut parler aussi d'une autre affaire qui est sur le vent de la scène et des médias. C'est l'affaire Attenor. Oui, absolument. Alors, c'est une affaire qui met en scène, on va dire, des anciens membres, forces spéciales de la DGSE, ou en tout cas des membres de Sercotte, des gardiens. Bon, vous allez préciser. Oui, je vais préciser. Et peut-être une loge maçonnique. Oui, une loge maçonnique, pas de doute. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire qui, là aussi, est dans une zone un peu grise, et qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'un côté, on a des gens, des individus, dont quelques-uns sont francs-maçons, sont rentrés en maçonnerie, hein, dans une loge, qui se rencontrent, qui échangent, et qui, à côté de car c'est pas dans la loge, hein, c'est à côté de la loge, se retrouvent et imaginent de faire des affaires ensemble. Jusque-là, bon. Le problème, c'est que les affaires en question, c'est des affaires qui sont dans l'illégalité.
commence à devenir plus gênant. Mais la loge, quant à elle, n'y est pour rien. Si vous voulez, les dirigeants de la loge, personne n'en sait rien. Simplement, elle voit dans cette loge 3 personnes qui se retrouvent à chacune des réunions de la loge, qui ne parlent pas dans la loge de leurs affaires, ça a été prouvé, hein, mais qui se voient, et ça on ne le sait pas, à l'extérieur et qui montent des coups. Bon, ça c'est première branche. Si vous voulez. Alors, la question qui se pose à ce moment-là, c'est comment une loge peut avoir dans ce... On dit que les loges sont des gens sérieux, des gens clairs et tout, propres. Comment une loge peut avoir des individus qui ont des comportements inacceptables. Alors, le problème, c'est la sélection des gens dans une loge. Est-ce qu'on peut, dans une loge, trouver ou être sûr que les gens qu'on recrute sont des gens inattaquables, des gens qui sont... Alors, vous apercevez qu'il y a des procédures de recrutement très sévères, en définitive. Il y a à 3 niveaux, en plus. Il y a 3 niveaux de recrutement, qui fait qu'a priori, on doit éliminer la possibilité d'avoir des gens indélicats ou voyous qui rentrent, parce qu'ils devraient être repérés. Et puis ensuite, dans la loge elle-même, dans les réunions, si quelqu'un a un comportement bizarre, il est prévu des procédures pour agir. Mais si les gens sont inattaquables, a priori, et si les gens ont eu des comportements avant, ou d'autres métiers qui inspirent plutôt confiance, et là en particulier, il y en avait un qui venait de la police quand même. Si vous voulez, donc, a priori, vous ne soupçonnez pas quelqu'un qui vient de la police, c'est un ripou. A priori. Surtout au niveau de gradé où il était. Il n'était pas gardien de la paix, il était au-dessus. Donc, on se dit, bon, alors, les vieux maçons vous diront, oui, mais à l'époque où on pouvait utiliser, pour vérifier les qualités des gens, les fichiers de police, c'était l'époque, vous savez, jusqu'au moment où ça a été interdit, c'était beaucoup de clubs et d'associations essayaient de savoir comment étaient les gens, et les entreprises aussi d'ailleurs, essayer de savoir par les fichiers de la police. Maintenant, c'est absolument impossible. Mais dans ce cas précis, moi j'ajoute, pour avoir regardé le dossier, que c'était véritablement, on n'aurait rien vu, parce qu'il n'y avait rien sur ces gens-là. Ils n'avaient pas de casier judiciaire, ils n'avaient pas de passé douteux et autres. Donc, si vous voulez, personne n'aurait rien vu. Alors après, c'est là où ça devient vraiment fou. Ils décident de faire des mauvais coups ensemble, de préparer, de faire des choses. Bon. Et à ce moment-là, il faut des hommes de main, parce qu'eux, ce sont les intellectuels, mais il faut des hommes de main. Alors, où aller trouver des hommes de main? Et là, ils vont aller, c'est pour ça qu'on parle de la DGSE, ils vont aller dans un camp qui est un camp militaire extrêmement surveillé, c'est le moins qu'on puisse dire, de la DGSE, et ils vont recruter des gardiens, c'est-à-dire ce n'est pas des officiers ou des agents de la DGSE, mais ceux qui assurent la sécurité du périmètre. Vous voyez, donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans des gens de la DGSE classiques. On est dans ceux qui assurent la garde, exactement comme dans beaucoup d'endroits, c'est des sociétés de sécurité privée qui font ça. Là, c'est un service de l'État, mais ils sont complètement séparés du reste. Et là, ils vont recruter un d'abord qui va en recruter un autre. Ils vont recruter quelqu'un en lui disant, c'est là où ça devient tordu, exploitant, je dirais, les fantasmes de l'autre, ils vont lui dire, on va te faire des missions. Alors le type, il est gardien, il rêve de passer de l'autre côté de la barrière et d'être agent. Tu vas faire des missions pour nous. C'est top secret. Alors c'est là le problème, c'est qu'on commence à dire top secret, il faut en parler à personne. Donc du même coup, on verrouille le truc. Ils vont le faire très bien, et ils vont convaincre le gars qu'effectivement, il est en service commandé. Et le service commandé, ils vont l'appeler à faire un certain nombre de missions. Alors, il y en a plusieurs. Bon, il y en a une où alors il faut attendre, puisque le jugement, il faut attendre le jugement. Il y a une instruction en cours. A priori, il semblerait qu'il y ait eu l'exécution d'un créancier, qui aurait été un pilote d'automobile de rallye qui aurait été tué parce qu'il ne remboursait pas ses dettes. Bon. Et puis après, l'affaire qui a fait tout tomber, c'est une femme qui était chasseuse de tête, d'après ce que j'ai compris, donc qui faisait du recrutement, et qui est soupçonnée, enfin du moins la présente pour les 2 lascars là, qui vont faire le coup.
on leur dit c'est un agent du Mossad. Alors évidemment, on est toujours dans cette espèce de fantasme, monsieur. C'est un agent du Mossad. Les types, ils vont aller surveiller, faire ce qu'on appelle une planque en termes policiers. Ils vont aller se mettre dans une voiture à côté et ils vont surveiller. Mais comme ce sont des bras cassés, parce que là, c'est le moins qu'on puisse dire, ils vont se faire repérer par les voisins qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ces deux gars, tout ça. Les voisins vont appeler la police va arriver va trouver que ces gens-là sont armés, qui ont du matériel et tout. À partir de ce moment-là, le scandale démarre, si vous voulez. Hein. Alors, c'est très intéressant parce que, d'une part, c'est quelque chose qui peut se passer auprès de tout le monde, dans la mesure où des gens un peu paumés qui se mettent à croire qu'ils vont travailler pour les services et que tout ça, et qui s'imaginent qu'ils sont les nouveaux James Bond, ça, malheureusement, il y en a plus qu'on ne le croit. Hein. Malheureusement. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui seraient prêts. Mais il y en a plein qui seraient prêts à faire tout, à n'importe quoi, sans se rendre compte que c'est pas possible. Parce que les procédures dans des services de renseignement, autant vous dire que les procédures sont extrêmement dures, extrêmement précises, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans un service de renseignement, vous ne bougez pas un doigt sans que ça se sache, et malheur à vous si vous l'avez bougé un peu trop. Et comme par hasard, ceux qui se prétendent d'un certain nombre de services secrets, c'est toujours pour faire des mauvais coups. Mais bien entendu, mais c'est pas, bien sûr. Alors, or, les mauvais coups, d'ailleurs, il y en a très peu, il y en a beaucoup moins qu'on ne le croit, et quand ils sont faits par des professionnels dans un cadre extrêmement strict, si vous voulez, dans le cadre de l'État. Hein. Donc, à l'évidence, là, ceux-là, ils sont pas futés. Voilà. Alors, il y a est-ce qu'ils ont compris à moitié, est-ce qu'ils étaient volontaires ou autre. Ça, c'est les procès qui le disent, plus d'instructions. Moi, c'est pas moi qui vais rentrer là-dedans. Mais à l'évidence, si vous voulez, il y a eu, ils se sont fait manipuler. Alors après, ils y ont cru, ils n'ont pas cru, ça saute pas. Ce qui est plus grave, c'est les têtes, si vous voulez. Parce que les têtes, elles ont quand même, ça allait très loin. Ça a été très loin. Et ça paraît invraisemblable qu'ils aient pu se lancer comme ça. Mais alors, évidemment, là, dans cette affaire, pourquoi tout le monde en a parlé? Et l'affaire Athanor, c'est parce que c'était des gars d'une loge qui s'appelait Athanor et qui utilisaient comme homme de main des gens qui étaient de la DGSE. Alors, autant vous dire, ça fait un roman magnifique. Et oui, c'est ça. Et oui. Mais quand on regarde et qu'on gratte derrière, on voit qu'il n'y a rien. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué, les services de police ont fait une enquête, bien entendu. Hein, sérieux, les services de police, ils ont fait une enquête au niveau de la loge et au niveau de l'obédience dans laquelle était cette loge. Et ils ont bien vu très vite qu'il n'y avait rien du tout. Et c'était évident, c'était une évidence. Et quant à la DGSE, d'après ce que j'ai lu, moi, dans les déclarations de presse et autres, là aussi, il a été prouvé qu'ils n'étaient pas... C'était une manipulation de gens. Mais ça laisse rêveur parce que derrière, si vous voulez, aujourd'hui, on se rend compte donc, c'est un bon exemple, il faut qu'on fasse très attention, on se rend compte que des gens un peu fragiles peuvent se faire embarquer facilement par des voyous, des malandrins, comme on dit, hein, dans des histoires comme ça, et en toute bonne foi, ils peuvent être amenés à faire des horreurs en pensant que c'est bien. Alors, il faut leur apprendre que c'est une bêtise, et je crois qu'il faut communiquer, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui avec vous, hein, sur votre question. Je pense qu'il faut expliquer en disant aux gens, quand on vous dit des choses comme ça, faites très attention. Et moi, j'ajouterais une chose. Chacun sait que je suis un ancien des services de renseignement. Il y a très longtemps, hein, j'ai quitté il y a 20 ans, moi, c'est pas aujourd'hui. Mais il y avait des principes qui sont toujours, qui auraient dû être respectés, et qui, à mon avis, vont le redevenir, d'après ce que j'ai vu récemment. Hein, c'est qu'on ne raconte pas sa vie dans les services. Et je suis frappé de voir le nombre de gens qui, depuis une dizaine d'années, ont sorti des livres sur leur vie. Et pour être tout à fait honnête, en général, c'est une vie très fantasmée par rapport à la réalité. Moi, je peux vous l'assurer, pour en connaître un certain nombre, et mieux la connaître que beaucoup. Hein, c'est souvent très fantasmé. Alors, ça fait bien, hein, c'est le James Bond à la française. Ça fait vendre. Toujours. Oui, ça fait vendre. Ça fait vendre. Mais dans la réalité, après, vous dites, mais qui c'est celui-là? Ah ben non, mais celui-là, on l'a viré parce qu'il était mauvais. Celui-là, oh là là, celui-là, il a fait un truc tordu. Ah, mais il ne le raconte pas. Ah ben non, évidemment. Et ainsi de suite. Hein. Il faut être extrêmement prudent. Et je me réjouis parce que j'ai vu récemment que l'État allait interdire toute publication sur... Moi, quand j'étais au service, je le dis, moi j'ai signé un papier disant « Jamais je ne raconterai ce que j'ai fait au service ». Et vous êtes bien placé pour le savoir,
Moi, ça fait 4 ans qu'on fait des émissions, presque 4 ans qu'on fait des émissions ensemble. Vous m'avez jamais entendu raconter une histoire de service. Et je pose jamais la question. Bah, bien sûr, parce que c'est évident. Voilà. Mais il faut que ça rentre dans les mœurs et qu'on arrête de croire n'importe quoi comme ces malheureux qui se sont trouvés dans une histoire de... Donc, l'affaire Athanor, un peu un raccourci journalistique pour faire vendre du papier. Sûr. Mais attendez, mais Voilà. ça fait vendre du papier, vous vous rendez compte, hein, des espions, des loges maçonniques. Alors là, le complot, on est dans le complot absolu. Hein. Alors ça fait plaisir dans les chaumières. Mais il faut ramener les choses à leur réalité. On va finir l'émission sur une demande d'un certain nombre de nos auditeurs. Un sujet que l'on n'a jamais traité chez Open Box U, parce que c'est pas le cœur de notre analyse, mais certains de nos auditeurs savent que vous suivez de très près les dossiers d'OVNI. Oui. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, le président Trump a déclassifié un certain nombre de films, de vidéos, d'informations concernant les ovnis aux États-Unis. Alors moi j'avais une question, on n'en a jamais parlé, mais pourquoi Alain Juillet s'intéresse tant à cet univers-là, des ovnis, et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qui vient d'être déclassifié ? Moi, si vous voulez, moi c'est très simple. Hein. Moi, ce qui m'intéresse dans les ovnis, alors ça va décevoir beaucoup d'ufologues, comme on dit. Ce qui m'intéresse dans les ovnis, c'est le problème de sécurité nationale. C'est-à-dire que vous avez, alors c'est là, on va arriver dans le cœur du sujet, depuis dans l'histoire, depuis très très longtemps, hein, régulièrement, il y a des phénomènes non identifiés, non explicables, du moins qui arrivent, et en particulier, mais on a vu des films, on voit tout ça, on voit des engins, moi je dis des engins parce qu'ils ont des formes diverses, hein, des engins qui se déplacent dans l'espace en passant de la vitesse 0 à 10 000 km/h en une seconde, ce qui est impossible pour nous, pour nos systèmes et nos capacités, hein, c'est absolument impossible. On les voit rentrer dans l'eau et en ressortir sans une goutte d'eau dessus, ce qu'on ne sait pas faire, et sans ralentir, ce qu'on ne sait pas faire non plus, et ainsi de suite. Je pourrais vous en raconter des dizaines, si vous voulez. Bon. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on fait ? On constate, et on dit, tiens, il s'est passé ça. Alors, et puis, après, on a su une ligne, oui, il y a eu tel truc à tel moment, on a des photos, des films, et puis c'est tout. Et ce que je dis depuis longtemps, moi, ce que j'ai dit, c'est, tant qu'il reste neutre, il nous regarde, c'est un problème. Hein, mais puis avant, on va revenir sur tout ça. Mais si jamais ils nous attaquent, nous sommes incapables de les arrêter. Parce que c'est ça. Vu leur capacité technique, nous sommes incapables de les arrêter. Alors là, ça prend une toute autre dimension. Parce que c'est donc un problème de sécurité nationale. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez. Moi, je dis, il faut qu'on comprenne ce que c'est, non pas pour savoir si c'est des petits hommes verts ou des trucs, mais pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces engins, comment ça marche, hein, et derrière, quelle est leur dangerosité par rapport à nous. Donc vous vous êtes intéressé à ces phénomènes quand vous étiez en fonction bien sûr. Sur la sécurité nationale. Mais bien sûr. Et pourquoi je l'ai fait ? C'est parce que j'ai rencontré des gens des différents pays. Hein. Je connais des Américains, des Anglais, des Russes, et qui m'ont dit, nous aussi, on regarde. Parce que tout le monde dit, attends, il y a quelque chose. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, quand on disait, il y a des problèmes, c'était pas très clair, si vous voulez. Bon, en France, on a été en avance par rapport à tous les autres pays du monde, parce qu'on avait créé, il y a 30 ans, plus, on avait créé le GEPAN. Le GEPAN, c'est un organisme qui analyse toutes les informations qui arrivent par la gendarmerie sur ce genre de choses, en France. Bon, donc, il surveille plein de trucs. Bon. Mais moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est récemment, c'est les Américains qui, eux, ont commencé à prendre le problème très au sérieux il y a quelques années, en disant, ce que je viens de vous dire, c'est un problème de sécurité nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, par exemple, et ça c'est prouvé, il y a eu un engin qui est passé au-dessus d'une base de lancement de missiles
Hein, c'était les Minuteman qui étaient les missiles intercontinentaux de l'époque. Hein, et en passant au-dessus, il a coupé toutes les connexions électriques. C'est-à-dire que les gens de là-bas se sont retrouvés en quelques minutes sans pouvoir tirer Blackout. une seule fusée. Il y avait blackout total. Alors, question, est-ce qu'ils ont coupé ou est-ce que c'est les émissions d'ondes diverses, si vous voulez, de l'engin qui ont fait couper tout? Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Mais le résultat était là, si vous voulez. Et là, quand on voit ça, les Américains, quand ont vu ça, ils ont dit, mais ça devient sérieux, là, il faut qu'on fasse attention. Parce que si c'est un engin envoyé par les Russes, ils peuvent neutraliser les lancements de nos fusées qui pourraient partir vers la Russie. Donc vous voyez, c'est ça. Donc le système s'est mis en marche aux États-Unis de plus en plus fort. Et puis il y a 3 ans, sous la pression d'ailleurs des parlementaires du Congrès et de la Chambre des représentants, parce que là-bas c'est très sérieux, hein. Puis il y a plein de chercheurs, il y a les patrons d'Harvard, hein, l'université d'Harvard, ils sont dedans. Enfin, c'est extrêmement sérieux. C'est pas comme chez nous, on pense les petits hommes verts. Non, non. Là-bas, on parle de sécurité nationale. Et ils ont donc créé un organisme, qui s'appelle l'AARO, qui a recensé sur les 2 dernières années aux États-Unis, en gros, 750 cas, donc c'est énorme, qui a expliqué, alors que c'était des ballons sondes, des trucs, un reflet du soleil, enfin bref, tout c'est vrai. Mais à la fin, ils arrivent et disent qu'il y en a 21, ou je crois que c'est 21, qui sont ceux-là, on ne sait pas ce que c'est. Or, c'est ceux-là qui sont intéressants, si vous voulez. C'est ceux qui restent quand on a épuisé toutes les techniques et qu'on dit ça, c'est quoi, hein? Et alors, en plus, alors depuis, il y a eu des lanceurs d'alerte, il y a plein de choses. Aux États-Unis, ça bat son plein, ça. Hein, c'est parce que c'est pas comme chez nous, il n'y a pas de censure. Hein, aux États-Unis, bon, la seule censure, mais elle est très importante, c'est l'État américain qui dit attention, vous pouvez pas révéler de secret, sinon c'est 5 ans de prison. Ce qui fait que les lanceurs d'alerte militaires ou ceux qui ont travaillé ou des services qui ont travaillé là-dessus, ils peuvent pas trop parler parce que ils disent oui, c'est vrai, on a eu des éléments, mais ils sont obligés de s'arrêter parce qu'on leur dit attention, tu en dis plus, c'est secret, tu n'as pas le droit. Classifié, comme on disait tout à l'heure pour l'affaire Lafarge. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on voit que tous ces lanceurs d'alerte, en définitive, donnent malgré tout, hein, un certain nombre d'informations sur ces fameux cas bizarres, hein, et qui nous posent des questions. Par exemple, ça c'est un vrai sujet passionnant d'ailleurs, hein, ces engins ils n'émettent pas comme un réacteur, il y a pas et pourtant ils ont des conditions de vol incroyables. Et de plus en plus, on pense que ce sont des engins qui maîtrisent la gravitation. Si vous maîtrisez la gravitation, vous pouvez vous déplacer sans avoir besoin d'un moteur. Ah oui. Hein, si vous faites d'antigravitation, vous êtes stable et vous basculez d'un côté ou de l'autre et vous partez à des vitesses incroyables. Donc ça, par exemple, voilà. Alors évidemment, toutes les grandes sociétés d'armement, elles rêveraient de savoir comment ça marche. D'où un des éléments du problème actuel, c'est que tout le monde dit, est-ce qu'on a récupéré des morceaux d'engins quelque part? Et là, il y a des bruits qui courent, qu'il y en a, alors certains, alors il y en a en Italie, il y en a aux États-Unis, il y en a, bon, on parle d'un certain nombre, mais pour le moment, personne n'en a vu. Et de toute manière, je pense que là, c'est couvert par le secret. S'il y en avait, ce sont les industriels de l'armement du pays qui récupéraient pour d'étudier les alliages, les technologies et autres. Évidemment. Parce qu'imaginez si un pays arrivait à avoir un engin qui fonctionne comme ces engins, ces ovnis, mais il domine le monde, militairement. Vous voyez les conséquences quand même, c'est pas rien. Hein. Donc oui, c'est un sujet. Alors, à côté de ça, vous avez ceux qui se posent la question, est-ce que ça vient d'une autre planète? Est-ce que ça vient du milieu marin? Parce qu'on a vu beaucoup d'engins sortir de l'eau. Et on a aussi mesuré des engins, on ne sait pas ce que c'est, hein, qui est sous l'eau, mais à des vitesses absolument incroyables, qui dépassent la vitesse du son. Enfin, des trucs pas possibles. Et pourtant, on les a mesurés, hein, des militaires les ont mesurés. Donc, il y a plein d'éléments. On dit, on sait qu'il y a des choses, on est sûr maintenant qu'il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, mais tant qu'on ne le saura pas, c'est un problème de sécurité nationale. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, c'est ça qui me passionne. Alors là, oui, je l'avoue, je m'y intéresse, je regarde, j'essaie de comprendre. Et comme je m'intéresse, j'essaie de comprendre, et qu'en plus, je crois que je suis un pragmatique et assez froid dans mes analyses,
j'ai l'écoute d'un certain nombre de gens qui disent, dans le fond, celui-là, il est raisonnable. Il n'est pas en train de nous parler de E.T. Voilà. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Non, mais effectivement, je découvre cet univers avec votre vision axée sur la sécurité nationale. Et là, ça a du sens, effectivement, de se poser la question. Exactement. D'ailleurs, je Vous m'adresse à voyez, nos... je vais vous dire, juste pour vous le montrer, il y a la seule affaire, enfin, il y a deux affaires où on dit qu'un engin aurait tiré. Il y en a un en Italie, on a dit qu'il aurait tiré sur un hélicoptère, mais c'est très, très douteux. Mais il y en a un autre très intéressant qui s'est passé au Brésil, à Virginia, au Brésil, où là, par contre, il semble bien qu'il y a eu des attaques. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Ils décrivent un certain nombre de choses, mais il semble bien qu'il y ait eu une attaque. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, et si on se fait attaquer, là, on a un cas très bizarre. Alors, je ne vous dis pas que c'est sûr, il faut se méfier et tout ça. Mais enfin, les témoignages qui arrivent progressivement montrent que de toute manière, il y a eu quelque chose. Alors quoi? Et puis, il faut faire attention, hein, les gens fantasment, les gens racontent, enfin, il faut faire attention à tout. Hein. En tout cas, c'est passionnant et je m'adresse aux auditeurs d'Openbox TV. Si vous voulez que nous fassions une émission pour approfondir ce sujet, vous nous écrivez en commentaire et voilà, on fera une émission avec Alain Juillet sur ce sujet. Alain Juillet, merci pour tout, merci d'avoir répondu à tous ces dossiers. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission tous les vendredis à 17h sur YouTube. Merci, au revoir.